Comment ça va today? Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode du podcast et on va s'attaquer à un sujet aussi vaste que sensible, la solitude. C'est un sentiment, une émotion avec laquelle je suis souvent en ambivalence car d'un côté, j'adore la solitude et d'un autre côté, je la déteste. C'est un peu comme ma meilleure ennemie et mon pire ennemi en même temps. La solitude, on la définit souvent comme l'état d'une personne qui est seule, soit physiquement, par l'absence de compagnie, soit affectivement ou socialement, par ce sentiment d'isolement, qu'on le choisisse ou qu'on le subisse. Elle peut prendre plusieurs formes. Être objective, quand on est réellement seul, être subjective, quand on se sent seul, même entouré. Elle peut être aussi positive, quand elle devient un moment de retrait bénéfique, de réflexion, de repos ou de créativité, ou au contraire négative, quand elle rime avec isolement, souffrance et manque de lien. Aujourd'hui, c'est précisément de cette solitude dite négative dont j'avais envie de vous parler. À travers mon retour d'expérience, je vais revenir sur les moments de ma vie où elle était le plus présente, sur les façons dont j'ai essayé d'apaiser ce sentiment et sur la manière dont je l'aperçois aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser une chose importante. La solitude n'est pas une question d'entourage. Je vais principalement vous parler du milieu médical parce que c'est mon expérience, mais je pense sincèrement que ce que je vais partager peut s'appliquer à beaucoup d'autres domaines, étudiants ou non. En médecine, les études peuvent être particulièrement solitaires. Souvent, notre entourage ne fait pas médecine et ne perçoit pas toujours les enjeux, la pression et la complexité de ce parcours. Et même avec un entourage aimant et soutenant, ce qui n'est pas toujours le cas, on peut parfois se sentir profondément seul et désemparé face à ce qu'on traverse. Juste avant de commencer, petit aparté rapide. J'ai créé un compte TikTok. Alors oui, je sais, dans un précédent podcast, je disais qu'il fallait supprimer cette application venue tout droit de l'enfer. Et je le pense toujours. Mais tout le monde ne partage pas forcément cet avis. Une amie m'a fait remarquer qu'avec les podcasts et le compte Insta, mon objectif était avant tout d'aider et de démocratiser les études de médecine et la vie quotidienne en général, ou du moins toutes les questions qu'on peut se poser autour de la vingtaine. Je m'attarde beaucoup sur la santé mentale et elle me disait que ce serait dommage de priver certaines personnes de ces informations en ne passant que par un seul réseau social. J'ai donc créé un compte TikTok qui s'appelle MedStudy pour celles et ceux qui souhaitent me suivre. Je garde évidemment mes limites, 10 minutes par jour maximum, je poste. Je réponds à quelques commentaires s'il y en a et je m'en vais. Bref, maintenant que la petite aparté est faite, revenons à nos moutons. J'aimerais juste vous dire que je suis un petit peu enrhumée et ça va peut-être s'entendre au micro, je suis désolée si ça vous dérange un petit peu, mais j'ai une sinusite, ça va mieux, mais j'ai quand même une sinusite, donc voilà, je parle du nez, donc je suis désolée. Mais peu importe, on est parti. Comme d'habitude, j'ai écrit une intro et une conclusion, ainsi qu'un certain nombre de points que j'aimerais aborder avec vous, et on commence maintenant. Alors, je vous disais dans l'intro que la solitude, pour moi, parfois c'est quelque chose de super positif et parfois c'est quelque chose de super négatif. Je vais vous expliquer. Depuis toute petite, la solitude fait un petit peu partie de mon quotidien. De 7 à 8 ans, il y a eu une période assez compliquée dans ma vie où j'avais du mal à avoir des amis parce que voilà, on était petits. Moi, j'étais très imaginative. Je crois que j'ai déjà raconté dans un podcast, mais j'avais beaucoup d'imagination et tout ça. Et donc, je jouais beaucoup avec mon imagination et les personnes me trouvaient totalement bizarre. Et ils se disaient, mais elle est complètement tarée la yo-yo. Donc, j'avais pas spécialement d'amis. À partir de 7 ans et jusqu'à mes 14-15 ans, ça m'a suivi. C'est-à-dire que j'avais des périodes avec quelques amis, 3-4 amis, puis j'avais des périodes sans amis, puis j'avais des amis, puis sans amis. Enfin voilà. Un coup c'était oui, un coup c'était non, un coup t'es un peu bizarre, un coup en fait non t'es cool, en fait non t'es bizarre. C'était un peu comme ça. J'ai eu une période aussi de mes 11 à mes 13 ans, donc pendant 2 bonnes années. Ça a commencé avant, mais c'était moins important, mais pendant 2 bonnes années, j'avais vraiment un harcèlement qui était quand même assez conséquent sur mon physique. Je crois que je ne correspondais pas aux critères de beauté requis par le collège, en tout cas par les élèves du collège. Donc ils se sont dit tout simplement qu'ils allaient voilà me faire la remarque, mais ils ne m'ont pas fait la remarque une fois juste pour me dire que voilà, c'était pas tip top top tip. Ils m'ont fait la remarque tous les jours, quitte à me dessiner, quitte à se moquer, tout un tas de choses qui
qui font que voilà, j'ai subi du harcèlement, donc forcément dans cette période de ma vie, j'avais pas un milliard de potes. Alors, je mesure quand même mes propos parce que j'avais encore une fois des périodes où j'avais des amis et il y avait des périodes qui allaient moins bien où j'avais pas d'amis. Et en fait, dans ces périodes-là, vous savez, il y a des groupes quand on est au collège et tout, il y a des groupes et il y a toujours une personne qui est là, qu'on aime bien, qui est notre pote et tout, mais si ça va pas, c'est la personne qu'on exclut. Et ben j'étais cette personne, ce petit électron libre qui venait se greffer de temps en temps à certains groupes, mais qu'on expulsait assez facilement. Par exemple, si on est dans une classe, que j'avais un groupe de potes, mais que toute la classe trouvait que j'étais bizarre, bon bah finalement ce groupe de potes se disait c'est vrai qu'elle est peut-être un peu chelou, et commençait à s'éloigner. Enfin, c'était vraiment pas mal de je t'aime moi non plus quoi finalement. C'était un peu ça, jusqu'à mes 13 ans, et après j'ai trouvé un groupe un peu plus stable avec qui j'étais amie au lycée, et ça s'est très bien passé tout ça. Mais donc ce harcèlement, ce fait qu'un coup j'ai des amis, un coup j'ai pas d'amis, ça m'a valu beaucoup de manque de confiance en moi, principalement au primaire, au collège, un petit peu au lycée, beaucoup moins maintenant, même si parfois j'ai des lacunes. Par exemple, lundi soir, je vous ai fait une story vous expliquant que je me sentais pas bien, que je me sentais nulle, que je me comparais aux autres, voilà. Parfois il y a des moments où ce manque de confiance reprend un peu le dessus sur moi, me fait un peu hésiter, un peu comme tout le monde, je pense que tout le monde a des phases un peu cycliques dans la vie, parce que je crois que rien n'est réellement linéaire, que c'est un peu toujours cyclique, mais bref. Parfois voilà, j'ai des moments avec un grand manque de confiance, et dans ces moments-là, je doute beaucoup ce qui s'est passé lundi. Mais ça s'est beaucoup amélioré par rapport au collège ou au primaire, où j'avais du mal à moi-même prendre la parole, j'avais du mal à aller devant les autres, j'avais du mal à aller parler à un groupe de personnes, et c'est encore maintenant parfois avec les internes que je considère un peu comme des personnes au-dessus de moi. À partir du moment où j'ai l'impression que les gens sont au-dessus de moi, bah c'est plus compliqué pour moi d'avoir une relation avec eux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que c'est un peu mes harceleurs. Alors qu'ils m'ont rien fait, hein. Ils m'ont rien fait, personne ne m'a jamais rien fait. En tout cas, à l'internat et tout, il y avait des personnes qui étaient pas forcément agréables, mais personne n'a été harcelant. Ça se dit pas, mais personne ne m'a harcelé dans les études de médecine. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai ce rapport un peu là, qui est toujours là. Vous voyez, vu que ça a été longtemps dans mon enfance quelque chose de dominant-dominé un petit peu, bah j'ai toujours ce rapport. Et donc du coup, j'ai du mal à aller vers ces personnes, à aller vers les personnes que je considère au-dessus de moi, parce que je me dis mais c'est mes harceleurs. C'est un vraiment raccourci, très raccourci, parce que c'est pas du tout mes harceleurs, mais dans ma tête ça se construit comme ça, et c'est pour ça que ça explique certaines difficultés que j'ai à parler et à m'ouvrir aux autres entre guillemets. On est parti vraiment dans l'intime là, je suis en train de vous dévoiler tout ce qui se passe dans ma tête en fait. Avec le temps, j'ai appris à avoir peu d'amis. J'ai appris à être peu entourée. J'étais quelqu'un quand même de plutôt solitaire. Même avec mes parents, je leur racontais pas ce qui se passait à l'école, ils étaient pas au courant. J'estimais ne pas avoir la nécessité d'en parler aux autres, j'estimais pouvoir me débrouiller toute seule. Et ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Toute ma personnalité, c'est dessiné sur le fait que j'étais capable de faire les choses seule sans que personne ne m'aide. Bien sûr, avec le temps, j'apprends à devenir plus flexible, j'apprends à accepter les mains qu'on me tend, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué pour moi. Et donc tout ça pour dire que j'ai l'habitude d'être seule, parce que justement, c'est quelque chose qui a marché entre guillemets quand j'étais enfant. Je me disais bon bah les gens ne sont pas gentils avec moi, et donc du coup j'ai appris à entre guillemets apprécier ma propre compagnie et à être avec moi-même tout le temps. Et je suis souvent seule. C'est quelque chose dont j'ai réellement besoin. J'ai vraiment besoin de beaucoup de temps de solitude. Je pense que vu que je me suis construite comme ça, j'en ai besoin. Mais je me rends compte que j'ai aussi besoin de temps social. Et parfois, ce temps social me manque un petit peu, mais on va y revenir plus tard. Si je dois faire un petit bilan de ma personnalité, c'est que je suis une personne qui a du mal à m'ouvrir aux autres, en règle générale, malgré le fait que je fais des podcasts. Parler face à un micro, c'est beaucoup plus simple que parler dans la réalité. Même si maintenant, ça va beaucoup mieux, mais je parle de mon enfance, de comment j'étais. J'avais du mal à m'ouvrir aux autres. J'étais quelqu'un du coup d'harcelé, donc j'étais quelqu'un de plutôt solitaire, et j'ai donc appris à grandir avec la solitude parce que pour moi c'est quelque chose de normal. Une fois arrivée en LAS, l'année était assez compliquée. J'étais en colocation avec ma meilleure amie, donc ça c'était quelque chose de positif pour moi parce que du coup ça me permettait de parler à quelqu'un, d'essayer d'échanger sur les études. Mais par contre, en dehors de cet appartement, j'étais totalement repliée sur moi. Par exemple, en amphi, je n'allais vers personne, je ne parlais à personne, je n'avais aucun ami, mais vraiment aucun ami en LAS, donc c'est-à-dire en première année de médecine. Pour ceux qui ne savent pas, maintenant ça s'appelle la LAS ou la PASS, et personnellement j'ai fait une LAS psycho, et donc à ce moment-là j'étais vraiment repliée sur moi, je ne parlais à personne, je ne côtoyais personne, j'étais très dans la DA Nino. Alors vous allez me dire mais quel rapport Yona, qu'est-ce que tu me racontes? Je vais vous donner quelques citations parce que c'est vraiment comme ça que je grandissais, parce que je grandissais avec lui en fait, c'était lui mon phare, ma lumière. Non mais ça peut paraître très cucu comme ça. J'ai vraiment grandi avec Nino, et il disait par exemple dans No Life, il
dit, je vais pas le chanter parce que je sais pas chanter, mais il dit: «J'ai ramé, j'ai pas vu trop d'ovnis venir à mon secours». Donc en gros, il était seul, il a galéré et personne n'est venu l'aider. Dans La Zone, il dit: «On ne doit rien à personne, seul dans mes galères». Il dit aussi, une autre parole qui m'a beaucoup marquée: «Ma confiance, je l'ai donnée, on me l'a rendue abîmée». Enfin bref, tout plein de choses qui sont quand même négatives par rapport aux autres. Et donc, comme j'ai grandi en écoutant énormément ces musiques, je me suis imprimé dans la tête sa façon de voir les choses. Et donc du coup, ça avait des conséquences sur mes actions, c'est-à-dire que je me repliais un petit peu sur soi. Je parlais à personne, j'étais en mode ouais, mentalité nigno. Vous allez me juger. J'étais en mode ouais, mais personne va m'aider, faut que je sois seule dans mes galères, nanana. Je suis toujours parfois un peu comme ça. J'ai cette tendance à revenir un petit peu vers cette mentalité. Et donc du coup, j'avais un repli social. J'en souffrais énormément de ce repli social parce que le soir, je me souviens, j'étais dans mon lit, je pleurais. Je pleurais parce que j'avais pas d'amis, parce que je me sentais seule, parce que j'avais l'impression que personne me donnait son intérêt. C'était vraiment une période un peu compliquée parce que d'un côté, j'avais quelqu'un qui me disait que voilà, fallait être seul, on fait tout seul, on est seul, on meurt seul. Voilà, encore une fois. Et il y avait moi qui, en même temps, pleurait, qui était dans un certain retrait social. J'étais triste, j'avais des doutes. Et à côté de ça, j'enchaînais pas mal de relations, on va dire, furtives avec des personnes du sexe masculin, justement pour combler un peu ce vide. Mais j'étais un peu dans ce... Vous voyez un peu la DA, je pense que vous voyez très bien la DA d'une personne un peu sur le repli sur soi, qui parle pas trop, qui est un peu dans le mystère, qui va vers les autres mais pas trop. Enfin, oh là là, rien n'allait vraiment. Émotionnellement, j'étais instable. En ce moment, je suis en stage d'addicto et je pense que les médecins diraient clairement que là, j'étais instable émotionnellement, vraiment. Je ne savais pas gérer mes émotions. J'étais en mode ouais, on pleure pas, on dit pas que ça va pas. Enfin bref, oh là là, ça ne va pas du tout. Mais bref, voilà. En L2, les gars, chamboulement. Là, je fais que sortir. Soirée, je vais avec plein de monde, je parle à plein de gens, j'envoie des messages à plein de gens, je perds le contrôle, je veux plaire à tout le monde, je veux appartenir à un groupe, je fais beaucoup de bêtises, des choses que je n'ai jamais fait. Par exemple, je vous l'ai déjà raconté, mais quand j'étais bourrée, alors bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Le fait est que j'étais bourrée ce jour-là. J'ai demandé à quelqu'un que je ne connaissais pas, qui avait fumé du cannabis. Encore une fois, tout ce qui est drogue, voilà, on évite s'il vous plaît, ne faites pas ça. Il avait fumé du cannabis, il a conduit ma voiture, je lui ai donné mes clés, il est parti pour me ramener. Enfin bref, tout plein de trucs, c'était complètement inconscient, je faisais plein de choses, j'étais totalement désinhibée à cette époque-là et vraiment j'étais en mode crazy la nana. Alors attention, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, mais là c'était dans l'abus, ça n'allait pas du tout. Et donc, je suis passée d'une personne en lasse qui ne connaissait personne, qui ne parlait à personne sauf à elle-même ou à sa meilleure pote dans une coloc, donc dans un appartement, qui pleurait le soir, à une personne qui parlait à tout le monde, qui faisait que sortir, qui faisait que aller en soirée, qui était là wouh wouh wouh. Vous voyez bien, ça ne va pas. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça, parce que vous allez me dire mais Yona, c'est quoi le rapport avec la solitude? Vous allez comprendre. Finalement, je redouble ma L2 et donc là, repli sur moi. Je recommence à être seule, à parler peu, à être honteuse. Et vous voyez ce yo-yo. En fait, la solitude, c'est un coup, je suis plus tout seul, je vais trop voir les gens, je suis en mode ouais, let's go. Et un autre coup, je suis trop enfermée sur moi-même et je reste bloquée chez moi, je pleure de solitude. Je sais pas si ça se dit, mais je suis triste parce que je me sens seule. Il y avait aucun équilibre. Un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre. À partir de ma L3 et de ma 4e année, je commence à trouver un équilibre entre les bars, les restos. Quelquefois, je vais en soirée. Quelquefois, je vais en boîte de nuit, mais assez peu. Je pense que je vais en soirée ou en boîte de nuit 2 fois par semestre. Ça veut dire 4 fois dans l'année. Franchement, c'est le grand max. Hein. Là, je suis à mon maximum. Mais ça me va. C'est un truc qui me va. Genre, j'ai pas envie de faire plus. Et j'ai pas envie, parce que sociétalement, on me demande de faire plus, de faire plus. C'est pas parce que tout le monde me dit, ouais, Yona, va en soirée. Mais en fait, non, je vais pas aller en soirée pour se faire plaisir. Je m'en fous, j'aime pas les soirées. Qu'est-ce que tu me fais chier? Pardon. Aujourd'hui, je suis un peu remontée, là. Je suis un petit peu remontée. Mais je sais pas, en fait, il y a un moment donné, il faut trouver son équilibre, il faut trouver ce qui nous plaît et ça m'énerve les personnes qui nous influencent et qui nous obligent à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est un truc qui ça me tend. On va revenir un petit peu plus apaisé. À partir de ma L3, de ma 4e année, je trouve un équilibre entre tout ce qui est soirée, on s'amuse, nanana, les amis, on voit les amis, machin, et entre ma vie quotidienne, ma solitude que j'ai besoin, parce que j'ai besoin de faire énormément de choses seule, de promener le chien seul, d'écouter des podcasts, de faire du sport seul, de faire mon ménage seul, d'être chez moi seul. J'ai besoin d'espace. Je suis quelqu'un, j'ai besoin de beaucoup d'espace. J'aime pas trop qu'on me dirige, qu'on me dise quoi faire. Non, j'ai vraiment besoin qu'on me laisse faire comme j'ai envie de faire. Je suis très très indépendante, en tout cas sur ce côté-là, je trouve. Je vais pas vous mentir, en globalité, des personnes que je vois régulièrement, j'ai 4 amis. Amis IE, parce que j'ai pas beaucoup d'amis mecs. Non pas que je vous aime pas les gars, y a rien contre vous, mais c'est un fait. J'ai peu d'amis mecs, mais j'ai 4 vrais amis fort. Forcément, certaines de ces amis ont des mecs,
mec et donc du coup je suis amie avec leur mec, mais c'est pas l'amitié principale, c'est pas leur mec. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt les filles. Donc j'en ai 4, c'est mes 4 potos sûrs. Et l'année dernière, ma meilleure pote se dit la médecine, non, c'est pas fait pour moi, j'arrête. Qu'est-ce que je vais aller faire? Prof des écoles. Où ça? À Annecy, à 600 km. La go, elle est partie à Annecy. Donc là, forcément, il y a un gros sentiment, une grosse vague de solitude qui revient sur moi. C'était l'année dernière, c'était en janvier l'année dernière. Et qu'est-ce qui se passe? Burn-out. Et oui, parce qu'en fait, depuis toute petite, du coup, j'ai du mal à gérer mes émotions, j'ai du mal à mettre mes limites, un coup c'est oui, un coup c'est non. Et en fait, cette solitude, c'est quelque chose qui est tellement présent dans ma vie parce que on m'aime, un coup on me déteste, un coup on me prend, un coup on me rejette, un coup on me dit oh Yona t'es super drôle, un coup on me dit mais Yona t'es super chiante. C'est vraiment le yo-yo. Et en fait, le moment où elle m'a dit en fait je crois que je vais arrêter médecine, et j'ai ce sentiment de solitude qui est revenu en force, tout simplement parce que c'était un peu mon pilier, c'était la personne avec qui je pouvais tout dire, même si je peux tout dire à mes amis, mais elle vraiment c'était la personne avec qui j'étais le plus longtemps amie. En fait pour moi c'est même pas une amie, c'est ma sœur en fait. Genre on est vraiment twins ou twins, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on est vraiment genre c'est ma bestie quoi. Du coup, quand elle m'a dit qu'elle partait à Annecy, je me suis sentie seule, mais seule. Et donc du coup, cette vague de solitude a fait que ça a déclenché le burn-out. C'était pas la seule cause, mais ça l'a déclenché. Et donc, voilà, burn-out, tu vois ma psy, machin, ça va mieux. On arrive en 5e année et on est actuellement. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Et actuellement, j'appelle ma meilleure amie, je vais de temps en temps au bar, je sors de temps en temps, mais c'est vrai que je suis quelqu'un, en tout cas maintenant, de plutôt solitaire. On me voit rarement à la BU, on me voit rarement dans des trucs où il y a du monde. Je suis plutôt solitaire en ce moment. Actuellement, j'ai pas l'impression que ça me pèse, mais j'ai tellement un mauvais rapport à la solitude que je peux pas vous expliquer réellement si ça va ou si ça va pas. Je sais pas trop comment vous dire. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Bref, j'ai beaucoup parlé et je me suis peut-être un peu éparpillée sur mon parcours de vie et c'est peut-être pas très clair ce que je dis et je m'en excuse, mais je crois que j'avais besoin de le faire de cette manière, de parler de la solitude de cette manière. Et en fait, les choses que j'ai mis en place, en tout cas pour la solitude, là je parle de la solitude sociale, les choses que j'ai mis en place, c'est de vraiment trouver l'équilibre qui me correspond. En fait, les autres, je m'en fous. Toi tu penses ça, je m'en fous. C'est pas ça la question. La question c'est moi. Qu'est-ce que je veux moi? Combien de bars dans l'année je veux? 0, 1, 2, 3, 28? Je sais pas. Voilà, je me pose des questions. Alors je me dis pas oui, je veux 4 bars dans l'année, non. Mais je me dis là, par exemple, si je vais au bar avec mes potes une fois par mois, moi ça me va. J'ai pas besoin de plus, je ressens pas assez de ce besoin. Moi ce que j'adore c'est les soirées entre potes où on est là, on fait des jeux de société, on discute, on parle de nous, on parle de si ça va pas, on rigole, enfin c'est ça que j'aime bien, moi, les soirées où on boit de l'alcool, on prend de la drogue et tout ce qui va avec. Ça me plaît plus, ça me plaît pas, ça m'a jamais plu je crois. Même si j'ai essayé, ça m'a jamais plu. Mais voilà, trouver son équilibre, essayer de mettre des choses en place pour justement, par exemple, si on a besoin de voir plus de personnes, se dire je vais aller à la BU, je vais peut-être faire du sport avec d'autres personnes, je vais peut-être essayer de m'inscrire à un club de lecture, à un club de je sais pas quoi, je vais aller marcher, peut-être que je peux essayer de faire un truc avec mes voisins s'ils sont cool, essayer de créer des liens comme vous pouvez avec ce qui vous intéresse, avec vos centres d'intérêt. Mais je pense que je suis pas la meilleure personne pour vous donner des conseils en termes de solitude. Je pense que ça c'est plus un récit. Je pense que le podcast c'est plus un récit de vie plutôt que de réels conseils. Maintenant que j'y pense, en soi j'ai pas de réels conseils étant donné que même moi, je sais pas en réalité ce qu'il faut faire et ce pas faire parce que je suis pas très forte pour ça, hein, pour tout ce qui est solitude et tout, c'est pas trop. Enfin, si, je suis très forte pour rester seule, mais c'est parce que quand j'étais petite, on me l'a un peu imposé. Maintenant, je sais être seule et bien le vivre, mais est-ce que j'aime ça réellement? J'en sais rien. Vous voyez, j'ai du mal encore à aller déceler tout ça. Ça demande encore un petit peu de réflexion, un petit peu de travail là-dessus. mais, la solitude ne se résume pas uniquement à quelque chose de social. Je pense qu'on peut être entouré et pourtant être seul. Pour moi, le plus difficile, c'est pas réellement la solitude sociale, entre guillemets. C'est la solitude que je ressens face aux études. Parce que autour de moi, peu de gens font médecine. Ma meilleure pote qui faisait médecine, elle est partie à Annecy. J'ai une pote en médecine et sinon le reste, c'est des potes hors médecine. Ou alors ma famille, personne n'est médecin. Donc j'ai beau expliquer mes études, j'ai l'impression que personne ne comprend réellement ce que je vis et ce que je ressens. Et c'est ça en fait. La solitude pour moi qui est la plus dure en médecine, c'est le fait que t'as des études qui sont tarpin difficile et personne autour de toi ne peut comprendre réellement ce que ça fait, sauf quand on y est. Mais du coup, c'est vraiment compliqué d'expliquer les choses et d'expliquer ce qu'on ressent. Par exemple, des fois, je sais que je vis avec mon copain et des fois, je lui explique un petit peu, je lui dis, je me sens pas bien à cause de ça et tout ça, et lui, il comprend pas en fait. C'est pas qu'il veut pas comprendre, c'est qu'il a du mal à visualiser peut-être, à ressentir ce que ça peut faire ressentir, d'avoir tous les jours, par exemple, des mauvaises notes au QCM, d'avoir tous les jours le fait de s'asseoir sur son bureau et de travailler, de savoir que tous les
les jours pendant un nombre indéterminé de jours, tu vas devoir apprendre et que tu vas te prendre des tôles et que peut-être d'autres personnes autour de toi te disent ah mais moi ça va machin machin et que du coup toi tu te sens seule parce que tu te dis putain je comprends pas, moi ça va pas, j'arrive pas à travailler, je suis démotivée, j'en ai marre, je me sens triste et t'essaies d'expliquer ça aux personnes autour de toi et les gens, moi par exemple vu que je suis en 5e année, on me dit souvent oui mais c'est bientôt fini, c'est l'excuse qu'ils ont trouvée. Mais avant quand j'étais en L2 ou en L3 ils me disaient souvent oui mais tu verras quand tu seras externe ça sera mieux parce que les choses seront plus concrètes. À chaque fois on peut trouver tout un tas d'excuses pour tout un tas de trucs qu'on n'arrive pas à expliquer. Ce que je veux dire c'est que pour moi la solitude face aux études c'est la pire de toutes parce que tu souffres mais personne peut te comprendre donc tu souffres vraiment en silence parce que si tu dis à quelqu'un ouais je souffre parce que je manque d'amis, la personne elle va comprendre, c'est entre guillemets simple à comprendre, t'es en mode oui d'accord bah elle a pas assez d'amis, elle manque d'interaction sociale, c'est facile à comprendre. Si tu dis à quelqu'un je vais pas bien parce que mes études me demandent beaucoup d'énergie, parce que j'ai des QCM nuls, parce que j'ai l'impression d'arriver à rien, parce que je tourne en rond, parce que j'ai du mal à me lever, parce que je me sens seule face à ce désarroi, parce que j'ai l'impression que je vais jamais y arriver, parce que tout plein de choses, et ben la personne va te répondre ouais je comprends mais t'inquiète ça va aller, tu vas y arriver, mais je suis sûre que tu peux le faire, mais t'inquiète c'est bientôt fini, mais t'inquiète c'est bientôt l'externat, mais t'inquiète nanana, mais personne peut réellement se mettre à ta place en fait. Je trouve que si les gens n'ont pas fait médecine, du coup ils arrivent pas à se mettre à ta place et c'est ça que je trouve dommage en fait. Et du coup je trouve que le dicton qui dit tant que tu l'as pas vécu tu peux pas comprendre, il est véridique mais vraiment à 1000%. Je pense pour plein de choses. Par exemple moi je veux devenir addictologue mais je n'ai jamais été addict à aucune substance. Comment je peux aider quelqu'un sans comprendre et sans avoir ressenti ce que lui peut ressentir? C'est une question quand même, c'est intéressant je trouve. C'est intéressant parce que je trouve que des fois c'est un peu dissonant de se dire attends moi je vais t'aider mais moi je sais pas ce que tu ressens. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je pense que pour aider quelqu'un il faut qu'il y ait tout un panel de personnes, des personnes qui ont bu, des personnes qui n'ont pas bu, enfin tout un tas de visions qui soient autour de lui pour l'aider à avancer et à trouver son chemin. Mais je trouve ça intéressant quand même de dire à quelqu'un bah moi je vais t'aider alors que t'as jamais vécu ça. C'est comme si moi je suis en médecine, quelqu'un me regarde et me dit mais t'inquiète moi je vais t'aider, je vais te donner la solution ou je vais t'aider à aller vers la médecine. Enfin je vais pas te donner la solution parce que c'est pas le rôle entre guillemets d'un addictologue mais c'est pas non plus le rôle, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais qui va te dire bah t'inquiète moi je vais t'aider alors que cette personne n'a jamais fait médecine. C'est pas pareil. Alors bien sûr qu'elle peut t'aider, bien sûr qu'elle peut t'aider, elle peut être là pour toi, elle peut parler avec toi, enfin bref elle peut faire plein de choses pour toi mais elle ressent pas non plus ce que tu ressens. Et je me dis que parfois c'est compliqué. Cette solitude face aux études, face aux sentiments qu'on ressent, face à la détresse qu'on parfois on peut avoir face aux études, c'est tellement compliqué de mettre des mots sur ça et du coup c'est un peu frustrant parce que t'essaies d'en parler à d'autres personnes, tout le monde ne comprend pas ce que t'es en train de dire. Et c'est vrai que parfois moi ça me frustre. C'est quelque chose que j'ai un peu de mal à accepter. Et maintenant il y a vous, il y a ma pote en médecine, enfin il y a des gens en médecine autour de moi qui peuvent justement comprendre et m'aider, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup souffert parce que voilà dans ma famille et tout ça on me disait ah t'inquiète ça va aller, oui mais c'est bientôt fini, enfin tout ce que je vous ai dit tout à l'heure et j'étais en mode mais vous comprenez pas ce que je suis en train de vous dire je crois. Et donc je trouve que c'est une forme de solitude en fait. Et encore une fois c'est pas parce qu'on est en couple, par exemple moi je vis en couple donc je ne suis pas réellement seule socialement, je vois mes potes régulièrement, enfin franchement ça va, vous voyez par rapport à il y a longtemps ça allait pas du tout, là je trouve que j'ai trouvé mon équilibre et tout, je le vis bien quoi, je suis bien en termes social. Mais par contre en termes de médecine là je trouve qu'il y a une certaine solitude, en tout cas pour mon cas et je trouve ça un peu frustrant parce que oui je suis en couple, oui il y a quelqu'un le soir qui rentre, qui est là avec moi, donc oui j'ai une présence, c'est vrai, mais j'ai quand même cette solitude dans mes études. Et souvent on me dit oui mais Yona tu peux pas ressentir de la solitude, t'es pas seule. En fait je vais peut-être pas ressentir la même solitude que toi, peut-être que toi tu ressens de la solitude sociale mais moi je ressens de la solitude médicale ça se dit pas mais je ressens de la solitude face à mes études et c'est pas la même chose, c'est deux types de solitude différentes et on peut pas dire à quelqu'un oui mais toi nanana alors que la personne te dit qu'il ressent de la solitude, peu importe qu'il soit entouré ou non, c'est pas ça la question. Chacun ressent sa solitude à sa manière et c'est important d'en avoir conscience. Pour améliorer ce sentiment, j'ai essayé de comprendre qui est réellement mon entourage, qui sont réellement mes amis, ma famille, sur qui je peux compter et sur qui je ne peux pas compter et ces personnes-là c'est ciao, c'est poubelle, c'est next, on n'en parle plus. Un autre truc tout bête que j'applique parfois quand le sentiment de solitude devient un petit peu trop fort, c'est que je coupe un peu les réseaux sociaux. Vous allez trouver ça peut-être ambivalent, mais en fait, sur les réseaux sociaux, on est avec plein de personnes, mais on est avec personne en même temps. Et ça donne un sentiment un peu d'ambivalence, parce que tu te sens entouré, mais en même temps t'es seul. T'es entouré seul, c'est bizarre. Donc du coup, quand c'est comme ça, quand je me sens un petit peu trop seule, je préfère tout couper et revenir en fait à ce qui est le mieux, finalement, c'est-à-dire le contact humain. Parce que je trouve que c'est la base, c'est justement pour ça que je veux devenir médecin, c'est pour ce contact humain. Et donc du coup, quand ça va pas trop, quand je sens que la solitude devient un petit peu trop présente, je coupe tout et même si par exemple vous avez qu'une seule amie, même si vous avez qu'un animal, même si n'importe quoi, rapprochez-vous de quelque chose de vivant. Peu importe ce que c'est, et ça va forcément vous faire du bien, je pense en tout cas. J'essaie aussi de m'obliger, parce que du coup c'est pas quelque chose de naturel chez moi, de maintenir les liens qui me paraissent primordiaux. J'essaie par exemple d'appeler régulièrement ma pote en FaceTime, alors que
je déteste être au téléphone. Je sais pas pourquoi j'aime pas être au téléphone. Et pourtant, je m'oblige à le faire parce que je trouve que c'est primordial. J'essaie aussi de m'intégrer dans d'autres groupes. Jusqu'à début décembre, je faisais de l'équitation et là, ça s'est arrêté. Mon trimestre s'est arrêté. Du coup, j'ai arrêté de faire de l'équitation. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, voilà, j'essayais de faire de l'équitation pour avoir d'autres personnes, du yoga. Donc, j'essayais de faire quelque chose qui me donnait d'autres groupes sociaux. Et après, il faut tout simplement trouver son équilibre entre moments pour soi et moments sociaux, moments avec les autres. Et chacun à son échelle. Par exemple, je pense que moi, j'ai besoin de 20-30% de moments sociaux et de 70% de moments seuls. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans ma personne et j'en ai réellement besoin. Et peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est totalement l'inverse. Elle va avoir besoin de 30% seule et 70% de moments sociaux. C'est vraiment important de se connaître. Et je trouve que la solution primordiale pour faire face à la solitude, c'est bien sûr d'essayer de mettre en place un tas de choses pour essayer de se sentir entouré, que ce soit dans les études ou que ce soit en termes social, mais c'est aussi de se connaître et de se dire, bah là j'ai besoin, là j'ai pas besoin, là je vais faire ça, là je veux pas faire ça. Enfin voilà, c'est d'apprendre à se connaître. J'ai beaucoup parlé dans ce micro et on arrive à la fin de cet épisode sur la solitude. J'espère que mon témoignage vous aura permis de comprendre que la solitude peut prendre plusieurs formes et qu'elle n'est pas forcément liée au fait d'être physiquement seul. On peut être entouré et pourtant se sentir isolé. C'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté, surtout dans le parcours exigeant qu'est la médecine et aussi bien avant quand j'étais plus petite. Ce que j'ai compris au fil des années, c'est qu'on peut apprendre à apaiser ce sentiment. Cela passe par connaître vraiment son entourage, entretenir les liens qui comptent, trouver son équilibre entre moments pour soi et moments sociaux, et parfois de se déconnecter un peu des réseaux ou des sollicitations qui nous épuisent. La solitude n'est pas un monstre à fuir, c'est un signal, un moment pour réfléchir, se recentrer et mieux se connaître. Et surtout, chacun vit sa solitude à sa façon. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solitude. L'important est de l'identifier et de trouver ses propres moyens pour la gérer. N'oubliez pas, vous avez le droit d'aimer être seul. Nous vivons dans un environnement qui nous pousse constamment à être entourés, à montrer que nous sommes présents socialement, à performer dans nos relations. Mais chacun vit ça à sa façon. Certaines personnes ont besoin de plus de solitude que d'autres, et c'est parfaitement normal. Pour ma part, je sais que j'ai besoin de moments réguliers seuls, car cela fait partie de mon équilibre, et je n'ai absolument pas honte de l'admettre. Bien entendu, à travers ces conseils, vous vous doutez que je ne vous dis pas de vous isoler, pas du tout, parce que nous sommes par nature des êtres sociaux. Je vous dis juste de vous écouter. Et je crois que là est toute la différence. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aidera à regarder la solitude autrement, à mieux la comprendre et peut-être à l'apprivoiser dans votre vie. Si jamais cette solitude est difficilement gérable et qu'elle pèse fortement sur votre morale, n'hésitez pas à en parler à un ou une amie, à un proche, un collègue, un médecin, un psy, bref, mettez des mots sur vos mots. En tout cas, moi je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao!